Donc, ce webinaire s'inscrit bien dans le cadre de la continuité des accompagnements qu'on a pu proposer tout au long de l'année 2021 pour la conception de projets de plantation de haies. Comme l'a dit Florent, on a souhaité étendre à tous les acteurs autour de la haie, aux agriculteurs qui ont des projets de plantation, accompagnés par nous, accompagnés par d'autres structures, ou qui n'ont pas encore fait leur choix, ou qui veulent le faire de façon tout seul. Tout ça pour dire que dans l'accompagnement qu'on proposait, toute la partie préparation de chantier, finalisation de commandes, etc., c'est des choses qui ne sont pas comprises de l'accompagnement. Néanmoins, on voulait faire un focus là-dessus pour que vous redonner les clés de réussite de votre chantier. Vous dire aussi que si c'est pas prévu de l'accompagnement, on peut quand même passer un petit temps avec vous pour balayer un peu les questions que vous pourriez avoir de façon individuelle. Donc voilà, il y a ce webinaire qui est aujourd'hui, qui va pouvoir répondre à des questions. Si vous en avez encore après ça, et le but c'est aussi de vous amener à vous poser des questions, vous pouvez revenir vers nous ensuite pour qu'on travaille un petit peu avec vous. Même si ce n'est pas pris de l'accompagnement, on peut passer un petit peu de temps. Néanmoins, voilà, il n'y aura pas d'assistance sur le chantier de plantation, il n'y aura pas de réalisation de dossiers de demande de paiement en fin de projet, par exemple. Voilà un peu le cadre qu'on voulait donner à ça. Florent, est-ce que tu vois ajouter quelque chose ou on passe dans le vif du sujet directement? On peut y aller. Je te laisse présenter ça. Alors, je vous présente rapidement le déroulé du webinaire. Donc le format est assez court, hein, format d'1 heure, donc on va passer assez rapidement. Comme je disais, le but c'est aussi de vous donner quelques clés, mais aussi vous amener à réfléchir sur votre projet. Toutefois, on va quand même balayer tous les aspects d'un chantier. Donc la partie administrative en premier. Ensuite, après la partie administrative, on va passer vraiment à du concret. Préparer son chantier de plantation avec les préparations techniques. Là, on attendra les commentaires, bien sûr, des entrepreneurs pour appuyer nos propos ou au moins faire des retours d'expérience. Ensuite, un focus sur finaliser sa commande. Quelles sont les choses à penser pour que le projet soit le mieux ficelé possible. Ensuite, les quelques attentions à apporter le jour J, le jour de la plantation. Et enfin, quelques recommandations à faire une fois que c'est planté. Les premières semaines, les premiers mois peuvent être déterminants, voire les premières années. Donc, on vous donnera quelques clés. Voilà. Est-ce qu'on passe tout de suite, Florent? Ouais, je te laisse continuer sur l'aspect administratif. Voilà. Donc, aspect administratif, dans un premier temps. Ce qu'on peut vous dire, c'est que le délai d'1 an pour planter, le délai est d'1 an pour planter à partir de la validation de votre dossier. Pour engager la plantation, engager votre projet. Donc ça peut être une simple étape de préparation de sol, engager un devis pour engager la préparation de sol, mais si vous n'avez pas une pièce qui montre que votre dossier est engagé dans l'année qui suit son acceptation, vous pourriez vous voir refuser votre projet. Donc attention, si c'était le cas, vous pouvez tout à fait demander une dérogation, c'est un simple courrier à demander, à envoyer à la DDT, mais il faut absolument le faire. On aura peut-être des précisions d'ailleurs de la part de la DDT sur ces points-là, n'hésitez pas. Donc, point suivant, donc si le délai d'1 an pour commencer ces travaux, vous pouvez les engager dès maintenant, à partir du moment où vous avez reçu l'accusé de réception de dossier complet. Donc, votre dossier n'est pas validé, mais votre dossier est complet, vous pouvez d'ores et déjà signer un devis, commencer à contractualiser avec vos partenaires. Et ça, dès maintenant, en fait. Ouais, ça ne veut pas dire que votre dossier est accepté, mais et donc au cas où il ne serait pas validé, les frais que vous auriez engagés ne seraient pas couverts par le dossier de demandeur. Malgré tout, dans le contexte actuel du plan de relance, l'étape qui arrive là, c'est une étape de validation financière essentiellement de votre projet, et les enveloppes sont relativement confortables. Du coup, le message qu'on se permet, nous, de faire passer d'un point de vue administratif, on a tout qui est sorti d'un coup, qui n'est pas forcément un message que pourrait passer en direct la DDT ou la DRAF, par exemple. Et encore une fois, je laisse ouvert
aux remarques éventuellement des personnes de la DDT qui nous accompagnent aujourd'hui. C'est plutôt d'essayer d'engager une partie, au moins une petite partie, dès cette année du projet de plantation. Donc, pas forcément prendre des gros risques si vous avez un très gros linéaire dans le cadre de votre projet, mais essayer au moins de faire passer une première partie de votre projet, ne serait-ce que pour prendre des premières habitudes sur tous les éléments qu'on va évoquer aujourd'hui. Et puis, un point particulier cette année, c'est de faire attention aux pénuries de plantes et aux pénuries de main-d'œuvre chez les entrepreneurs qui pourraient intervenir. Voilà. Donc attention, c'est certain que tant que vous n'avez pas votre convention à vous entre les mains signée, l'argent n'est pas assuré. Malgré tout, il y a cette année des budgets qui sont très confortables pour l'instruction de ces dossiers-là. Il y a peu de raisons en soi que les dossiers ne soient pas acceptés, pour ainsi dire, pas de raison sur le plan financier. Donc, si vous souhaitez engager une partie de votre plantation dès cette année, c'est le moment de le faire dès maintenant. Vous verrez qu'il y a pas mal d'étapes, donc c'est vraiment en ce moment qu'il faut partir. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques à prendre maintenant? Après, on peut passer aux questions qui sont sur la partie de droite. C'est des questions que nous, on va poser. A priori, donc une avance de 30% est possible, mais quelle serait la démarche? Donc, je m'adresse peut-être plutôt aux personnes de la DDT, si elles peuvent nous éclairer sur ce point-là. N'hésitez pas à... Oui, allez-y, c'est bon, on vous entend. Ouais. Oui, donc bonjour. Oui, donc pour faire une demande d'avance de 30%, ben, il faudra remplir donc, un formulaire. Et le formulaire de demande de paiement sera disponible. Il est joint à la convention, de toute façon qu'on envoie. Il sera joint à la convention qu'on enverra. Et mais sinon, dans tous les cas, il sera disponible soit sur le site de la DDT, soit sur le site de la DRAF, Centre Val-de-Loire. D'accord. Donc ça, nous, c'est un sujet sur lequel on n'avait pas beaucoup communiqué auprès des agriculteurs dans la phase de conception de projet d'accompagnement technique. C'est pour ça qu'on va insister dessus aujourd'hui. Donc, c'est un simple formulaire qui sera trouvable sur le site internet de la DRAF, c'est ça, plutôt que de la DDT Sur le site de la DRAF et sur le site de la DDT aussi. Sur les deux sites et à renvoyer dès que vous aurez votre convention, votre dossier complet reçu à domicile. Très bien. Maintenant que vous avez pris la parole, voilà, n'hésitez pas si on a dit des bêtises ou si on a eu des imprécisions à nous corriger. Quand les dossiers déposés à la FP de juin pourront-ils être validés définitivement? Du coup, c'était une question assez récurrente des agriculteurs qui ont pu déposer leur dossier dès le mois de juin. S'ils voulaient malgré tout attendre la validation finale de leur dossier, est-ce que vous avez une idée de la date, de la période que ça pourrait représenter? Donc là, les conventions sont en cours de réalisation. Donc, on attend les décisions de la DRAF pour envoyer les conventions. Donc, a priori, les dossiers du deuxième appel à projet seront validés. Ils sont validés. Ils sont validés. Voilà, validés, ça veut dire qu'ils sont tous passés. Vous avez cette information-là par rapport au financement? Il y a un engagement comptable, en fait, c'est ça? Oui, là, il n'est pas encore fait, vu qu'on attend les décisions définitives de la DRAF, mais on a le retour du comité de programmation et tous les dossiers ont été retenus. D'accord, ok. Donc ça, c'est une information, encore une fois, importante. Le contrat lui-même, enfin, la convention elle-même signée chez vous, vous l'aurez dans plusieurs semaines, peut-être. Par contre, le fait que le dossier est validé, même si c'est officieux pour le moment, ça peut rassurer certains qui voudraient planter dès cette année. Encore une fois, à titre technique, j'encourage au moins à faire une petite partie cette année, même si la prise de risque n'est pas sur l'ensemble du dossier, pour engager les choses et ne pas se retrouver tous en même temps l'année prochaine d'une part, et puis se faire la main peut-être sur une première partie de cette année. Philippe Hubert, je vois que vous hochez la tête, n'hésitez pas à intervenir aussi, à compléter les propos. Là, on est plutôt sur la partie administrative, mais vous avez aussi l'expérience sur ce point-là.
Non, mais je hoche la tête et j'acquiesce parce qu'effectivement, il faut commencer cette année en sachant que dès cette année, il y a des problèmes de disponibilité de plants, hein, mais que l'année prochaine, ce sera pire. Hein, voilà, donc, puisqu'on sort d'une année où les récoltes de graines ont été compliquées, voire impossibles sur certaines essences, et donc la disponibilité des plants pour l'hiver 22-23 risque d'être compliquée, hein, enfin, en jeune plant. Voilà. En sachant que cette année, ça l'est déjà, comme vous l'avez signalé, sur un certain nombre de plans. Je vais citer l'érable champêtre, par exemple, ou la viande lantane, qui aujourd'hui est très peu disponible, voire pas disponible. Mais bon, donc j'encourage les gens qui sont prêts à passer leurs commandes, enfin à voir avec vous, à pouvoir passer leurs commandes pour que nous, entrepreneurs, on puisse réserver nos plants auprès des pépiniéristes ou taper dans le stock de plants qu'on a déjà pré-réservé en sachant qu'ils n'ont rien à faire. Voilà. Donc, ça me paraît un point important de bien signaler ça et que nous, on puisse signaler aux clients quel qu'il soit, que cette année, on est dans la capacité de fournir tel ou tel plan et que le client puisse choisir rapidement de différer ou de modifier légèrement le type d'essence pour réaliser son projet. D'accord, on en reparlera de ça justement, les modalités et puis les choix qu'on peut faire ou la manière de faire ce choix de remplacement de plein. On en dira quelques mots juste après. Encore deux petites questions là. Alors, on pensait poser la question aux producteurs s'il y a un sapin qui pensait planter dès cet hiver. On a très peu de producteurs là pour la raison que j'indiquais en introduction. Ils le regarderont, j'en suis sûr, l'enregistrement, donc tout ce qu'on dit sera capitalisé. Et puis on reviendra vers chacun pour savoir où ils en sont de leur dossier de plantation pour cet hiver 2021-2022. Et puis on avait une dernière question, Maxime, sur le panneau de communication. En effet, une dernière question sur le panneau de communication qui est, semble-t-il, exigé. Le panneau de communication, c'est bien le panneau qui signifie qu'on est bien dans le cadre du plan de relance, et donc c'est un dispositif qui est financé dans ce cadre-là. On aurait souhaité avoir des compléments d'information sur la durée d'affichage et savoir notamment s'il y avait une trame commune possible. Je ne sais pas, est-ce que la DDT pourra nous renseigner là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été prévues? Sachant qu'il y a déjà pas mal d'informations dans le formulaire de l'appel à projet sur le site de la DRAF. Ouais. Il y a une trame, oui, il y a un modèle de panneau, enfin, de souvenirs, je pense que ça doit être du A4. Après, il faut que je me remette juste dans la convention parce que je ne sais plus, parce que comme il y a plusieurs mesures, ça change d'une mesure à l'autre. Mais normalement, ça doit être indiqué dans la convention la durée d'affichage. Donc, juste si vous pouvez passer à l'autre question et puis le temps que je regarde. Il n'y a pas de problème. Et puis, dans tous les cas, si on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui, les agriculteurs qui souhaitent planter savent qu'ils pourront revenir vers nous. Et même sur cette question du panneau sur ce panneau de communication, on avait envisagé d'avoir un panneau qui réponde au cahier des charges et qui puisse être un petit peu personnalisé à mettre à disposition aux producteurs. Donc ça, on pourra en reparler. Sur la toute dernière question, n'hésitez pas s'il y a des producteurs, des futurs planteurs qui sont présents là dans le webinaire à mettre un petit message sur la discussion. Donc la discussion, c'est une petite bulle de BD que vous avez dans les items du panneau de pilotage là, du webinaire, dans les options du webinaire. Et du coup, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot si vous-même vous êtes dans le cas où vous pensez planter cette année. Ça nous permettra de savoir s'il y a des personnes qui sont intéressées et qui peuvent poser des questions aussi plus précises dans le cadre du webinaire. Je passe à la suite et on va rentrer tout de suite dans la partie technique. Ça nous permettra de vraiment se projeter dans ce fameux chantier de plantation. Jérôme Bolomier, n'hésitez pas à intervenir, à nous couper la parole et à nous faire préciser des choses au fur et à mesure. Philippe Hubert également. Les conseillers des autres départements, pareil, si vous voyez qu'on dit trop de bêtises. On est sur des choses qui sont de l'ordre du vivant, donc il y a des grandes tendances à respecter. Il y a aussi après des tas de choses qu'on ne sait pas forcément, ou des tas de gens qui savent très bien, mais qui ne sont pas d'accord entre eux, donc on a le droit d'avoir plusieurs avis.
Ce qu'on vous a remis ici, c'est une frise chronologique du coup d'un chantier de plantation. C'est quelque chose, un support qu'on a extrait d'un support d'une association sur les haies. Et du coup, l'idée de ce schéma, c'est de montrer que l'on plante globalement, le chantier de plantation va se faire entre décembre et mars. Et du coup, le projet lui-même et sa préparation va commencer bien en amont. Alors, la conception, vous êtes bien placés pour le savoir, les porteurs de projets, on les a démarrés dès le printemps, c'était même avant le mois de mai pour les premières deux. Et on est maintenant rendu à la période qui va commencer de chantier de plantation. Alors, la plantation elle-même, elle est prévue entre décembre et mars, en gros. On avait ici l'achat des plants sur ce schéma-là, c'est un des bémols qu'on peut donner à ce schéma-là, qui était situé à partir du moment où on commence à planter des plants, à mettre le plan en terre, ce qui est complètement faux, puisque du coup, l'achat des plants, il faut bien s'y prendre longtemps à l'avance. C'est le cas dans le cas général, et c'est encore plus le cas là, avec le plan de relance et la multiplication des nombres de dossiers. Donc on est vraiment en plein dans la période, voire dans la fin de la période où on peut valider les commandes auprès des pépiniéristes. Et on fera un petit chapitre juste après spécifique sur la partie validation de commandes. Maxime, je te laisse. Voilà, on a essayé de récapituler les différentes étapes qu'on pouvait avoir pour préparer son chantier. On commence donc par la préparation du sol. Comme l'a dit Florent, la période la plus propice, c'est, on va dire en ce moment, surtout avec les bonnes conditions de travail du sol qu'on peut avoir en ce moment, c'est l'idéal. Donc la première étape, c'est le sous-solage, ensuite on a la préparation du sol. Le sous-solage, on aurait tendance à dire de le faire un peu en amont, plutôt l'été. On a passé le message dès cet été, en fait, quand on était dans les phases Voilà. administratives des dossiers. On a déjà passé les premiers messages aux agriculteurs de faire dès le mois d'août s'ils le pouvaient, s'ils étaient au fait pour le faire. Après, si ça n'a pas pu être fait cet été, la période actuelle, avec les conditions actuelles, permet encore de le faire. Oui, c'est très propice actuellement. On sort d'une période de sécheresse, donc là, c'est encore très propice pour faire du sous-solage. C'est la bonne saison, il n'y a aucun problème. Très bien. Et du coup, on peut aussi combiner cette préparation du sol à la pose du paillage, puisque je sais que c'est une pratique que vous faites, Philippe Hubert, mais une fois le sol préparé, c'est plus simple aussi de poser directement le paillage qui peut rester en place une fois qu'il est bien posé durant les quelques semaines avant la plantation, quoi. Donc, encore, oui, allez-y, Philippe. Oui, donc la pose du paillage doit être faite effectivement assez rapidement lorsqu'il s'agit en particulier de toiles biodégradables, toiles tissées ou toiles biodégradables. Bon, pour ce qui est de la mise en place de plaquettes, de BRF ou de paille, elle peut être réalisée au moment de la plantation sans trop de soucis, à condition qu'on puisse passer avec des engins à proximité de la haie au moment où on va planter, puisqu'on va planter dans des périodes qui vont être, j'espère, un peu plus fraîches et un peu plus humides, c'est-à-dire de février à mars. Donc, si on peut installer le paillage avant, nous, ça ne nous pose pas de souci d'écarter le BRF ou ce qui va avec pour pouvoir mettre en place les plans. Il n'y a pas de problème. On est sur un confort de mise en place là pour le paillage si on le fait juste après le travail du sol. Donc préparation du sol type semis, on va dire, préparation de semis, pose du paillage dans la foulée dans des bonnes conditions. Ça permet à la fois de le faire dans des bonnes conditions et d'être confort au niveau de ce chantier-là, et puis aussi de faire du bon travail au niveau de la toile et de ne pas avoir des toiles qui sont mal posées et qui derrière peuvent entraîner des complications pour la survie de la plantation derrière. Et de même faire du bon travail aussi si on met des plaquettes ou du BRF, puisque ça permet que les pluies d'hiver le tassent un petit peu et ça bouge moins juste après la plantation. Parce qu'on sait que parfois, lorsque l'on paille juste après la plantation, si jamais on est dans une période qui est un peu sèche et qu'on a quelques coups de vent, bah, la paille a tendance à bouger un peu et à plier un peu les plants. Alors que ça l'est posé maintenant, elle va bouger au départ et puis après, les pluies vont la coller au sol et ça ne bougera plus. Jérôme Bolognier, si vous avez des retours d'expérience aussi, des anecdotes ou des choses à nous faire passer vis-à-vis des futurs planteurs, n'hésitez pas à le faire également.
Ensuite, bah là, voilà, déjà, rien quand on voit ces premiers éléments, on voit que c'est des choses qu'il faut faire très en amont. La préparation du sol ou le sous-solage, s'ils sont faits par l'exploitant, ils peuvent être encore faits tout à fait aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Par contre, si on doit passer par un prestataire, bah, ça veut dire qu'il faut de toute façon engager le projet, engager le dossier. On a le droit de le faire maintenant qu'on a le dossier, le retour de dossier complet, mais il faut aussi prendre un petit peu en avance pour pouvoir déclencher les choses. Sur la partie spécifique du jalonnement, bah, du coup, je m'adresse plus spécifiquement à Jérôme Boulognier si vous voulez intervenir. Est-ce qu'il y a des choses particulières à voir? Comment est-ce que ça se passe concrètement sur le terrain, cette phase du jalonnement des haies? Vous prenez contact avec les exploitants à ce moment-là? Voilà, décrivez-nous un petit peu. Bonjour à tous. Non, normalement pour le jalonnement, on a de toute façon déjà les plans qui nous sont donnés de l'installation des haies. Après, ça se fait au moment de la plantation sur le terrain. Hein. C'est une étape qui est assez simple, hein, qui se fait souvent avec des échalas. Et elle se fait, voilà, il faut avoir des plans et puis il faut avoir une idée bien précise exactement de où est-ce que sont implantées les haies. Mais en principe, avec les dossiers de financement qui sont faits, on a des documents qui sont très précis et qui permettent de faire un jalonnement très précis également. Donc, il n'y a pas de consigne particulière sur cette étape-là. Bien, merci. On en reparlera vite fait tout à l'heure. Alors, les dossiers, ils n'ont pas toujours été systématiquement transmis à tous les entrepreneurs dans leur intégralité avec les cartes, etc. Donc, si ça n'a pas été fait, ce sera bien une étape à prévoir. On se l'est remis dans les penses-bêtes un petit peu après. Très bien. Alors nous, le jalonnement, on l'avait mis avant la réception parce qu'éventuellement, il peut être fait un petit peu en amont, ce n'est pas un problème. La réception, on a souhaité en faire une étape à part entière, qu'on n'avait pas forcément dans le premier tableau, mais par un peu d'expérience, on voit que la réception, c'est vraiment une phase active. Il faut que l'exploitant soit présent, si c'est lui qui réceptionne les plans. Si ce n'est pas lui qui réceptionne les plans, bah, ça engage quand même une certaine responsabilité là-dessus, parce qu'il faut vérifier la commande, vérifier que tous les plans, tout le matériel végétal est en correspondance avec ce qui a été commandé. Mais ce n'est pas la seule chose, il faut aussi vérifier les plantations, il faut vérifier la qualité du matériel végétal quand il arrive. Un point qu'on pourra rappeler aussi au niveau du transport tout à l'heure sur la validation de la commande. Et puis voilà, s'assurer qu'on est dans les bonnes conditions pour préparer le chantier et mettre en jauge. J'interviens juste sur les plans, parce que c'est vrai que c'est vraiment une étape qui est importante. En règle générale, l'entrepreneur peut être présent aussi. Moi, je sais que sur les chantiers, j'essaie d'être là systématiquement quand on fait livrer directement sur l'exploitation, parce qu'on a peut-être un peu plus l'habitude aussi de regarder les plans, mais c'est vraiment une étape importante de contrôler. Il y a plein d'essences, de contrôler qu'on a le bon nombre de chacune des essences et puis de contrôler aussi la qualité. À quoi ressemblent les plans, quoi, qu'il y ait une bonne qualité qui soit donnée, quoi. Ça, c'est vraiment une étape importante pour la réussite de la plantation. Ok. Et du coup, quand on réceptionne, est-ce qu'il faut absolument réceptionner quelques jours avant la plantation? Est-ce qu'on peut se permettre de le faire un mois ou deux avant? Dans tous ces cas-là, est-ce qu'on doit mettre en jauge? Comment ça se passe? Si on réceptionne juste avant le chantier, est-ce qu'on doit quand même mettre en jauge les plans un jour, 2 jours avant? Non, pas forcément. Enfin, après, Philippe Hubert peut intervenir, répondre aussi dessus, mais pas forcément. Alors, recevoir les plans 2 ou 3 mois avant le chantier, ça, c'est quand même très tôt et c'est quand même trop tôt. Après, il y a plusieurs types de plans qui peuvent être reçus. Il y a des plans en motte ou il y a des plans qui vont être en racines nues. C'est important aussi de savoir sous quelle forme vont arriver les plants qui sont en racines nues. Grosso modo, les plants qui arrivent en motte, on peut les conserver plus longtemps. Il suffit de les arroser et puis les mettre en situation hors gel dans un hangar, etc. Et là, on peut les garder quelques temps. Les plants qui sont en racines nues, c'est important aussi de vérifier auprès du pépiniériste avec lequel on travaille s'ils arrivent bien en fait dans des sacs. Si c'est des sacs qui sont hermétiques à la lumière, on peut garder des plants en racines nues à l'abri du gel pendant 2 à 3 semaines dans un hangar et après, ils devront absolument être plantés. Donc, pour ça, je réagis juste à 2 ou 3 mois avant. Si vous avez des plants en racines nues, ce n'est pas possible.
Ouais, ok. L'idéal, c'est quand même de travailler avec une pépinière et puis d'appuyer sur le bouton pour une livraison quand vous avez calé une date avec l'entrepreneur et que vous savez dans les 3 semaines que votre haie va être plantée. Donc, a priori, il n'y a pas de nécessité pour vous de mettre en jauge les plants si le chantier est bien organisé. Et si on a des sacs de transport, sacs de plantation Dans la limite de 2-3 semaines. 3 semaines. Après, J'insiste sur on ne conserve pas des plants en sac pendant un mois et demi sans les mettre en jauge. dans tous les cas, à l'abri du vent, de la lumière, du gel, Ouais. pour éviter que les plants se dégradent. Et les sacs de plantation, j'insiste dessus parce qu'ils ne sont pas forcément compris à la commande. Si vous ne les spécifiez pas, ils ne sont pas forcément intégrés dans la commande. Oui, ça dépend des pépiniéristes. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner. Il y en a où ça vient systématiquement en sac et puis il y en a où ce n'est pas le cas. Et à ce moment-là, on ne peut pas conserver des plants qui ne sont pas dans des sacs. Ok. Des plants raffinés. Philippe, Pour compléter ce que dit Jérôme, là, nous, si on fournit les plants, on les amène le jour où on plante ou la veille, hein, bon, pour nous laisser le temps de les trier, mais on les amène au fur et à mesure, hein, bon, pour pas qu'ils traînent. Si les plants sont livrés longtemps à l'avance, donc supérieurs aux 15 jours, 3 semaines dont on vient de parler, on peut les mettre en jauge. Hein. J'ai vu l'an dernier, bon, dans les opérations qui avaient été menées, par exemple, par la Fédération des chasseurs, pour ne pas les nommer, il y avait des plants qui ont été livrés en décembre et qu'on a plantés qu'en février ou en mars. Hein. Là, on les met en jauge. Hein. La mise en jauge peut être simple. Quand on est affaire des agriculteurs, il ouvre un sillon profond. Hein, bon, avec une mini-pelle, c'est pas forcé. Avec une charrue, ça peut suffire. Hein, et on met les plants en les débotelant pour qu'ils soient à plat, qu'ils ne s'échauffent pas, en remettant de la terre dessus, et ils vont tenir, ils vont passer l'hiver. On va éviter de les mettre en plein courant d'air, bien entendu, en plein vent. Hein, voilà. Mais alors, si les plants ne sont pas mis en sac et qu'on va les planter dans les 15 jours, 3 semaines, si on les met dans un local noir, une cave par exemple, avec un sac de jute posé sur les racines pour les racines nues, ça les suffit, ça les tient aussi. En sac, c'est mieux, mais lorsqu'ils ne sont pas en sac, voilà. On peut aussi faire des choses comme ça. Hein. Ce qu'il faut, c'est éviter que les racines traînent à l'air libre, ça c'est important, hein, puisque sinon on va les dessécher, et on sait que là, c'est la reprise du plant, elle va diminuer rapidement par 2, voire plus. Hein. Donc, et puis ne pas laisser traîner les plants, et puis prévenir, ah ben tiens, mes plants sont arrivés il y a une semaine, qu'est-ce que j'en fais? Non, ils vont arriver demain, on prépare une jauge s'il y a besoin, on prépare l'endroit dans la cave ou sous le hangar, on va dérouler un peu de paille dessus, voilà. Hein, il y a une petite préparation à faire si les plants sont livrés avant, en sachant que, bon, lorsque c'est l'entreprise qui les amène, elle se débrouille pour que ça ne traîne pas. Lorsque c'est un pépiniériste qui les livre, il va le faire lors d'une tournée. Il y aura toujours un décalage entre le moment de la livraison et le moment de la plantation. C'est clair. Okay. Ça, c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir rapidement au moment de la validation de la commande. Il y a éventuellement des modalités de commande qui peuvent être différentes selon qu'on passe à 100% par l'entrepreneur ou qu'on passe d'un côté par l'entrepreneur et de l'autre côté par le pépiniériste. On continue là-dessus. Maxime, on dit un mot du jour de la plantation aussi. Au niveau de la plantation, pas tellement de choses à dire là, à part la date qui peut varier en fonction de la période à laquelle on a anticipé le projet. Globalement, Florent l'a bien dit, hein, on est plutôt sur une période de décembre à mars. Surtout un mot sur les protections donc individuelles. Donc, un petit mot pour les plantations, 30 oui. secondes, simplement pour dire que lorsqu'il y a des grands linéaires de haies, il faut qu'on puisse amener les plants. Bon, le dos d'homme, ça perd du temps et on n'en a pas trop pour pouvoir le faire, donc il faut qu'on puisse passer avec un quad, une remorque, voilà, ou l'agriculteur qui puisse aider à distribuer les plants, pourquoi pas, mais lorsqu'on est le long de culture, qu'on ait prévu la place quelque part pour ne pas aller écraser la culture lorsqu'on va passer voilà, à aller distribuer les plants. Hein, il faut y penser. Et un mot sur le jalonnement. Moi, le jalonnement, je le mets tout en haut là. Avant, c'est la première chose à faire, puisqu'on va faire des haies avec du paillage. Une fois que le paillage va être fait, le jalonnement, il est fait. Nous, on va, donc avant, il faut bien penser les problèmes de distance par rapport aux riverains, les problèmes de distance par rapport à la voie communale, les problèmes de distance par rapport aux autres cultures ou aux fossés si on veut l'entretenir. Là, donc la question du jalonnement, elle est à se poser au moment où on va préparer, juste avant de poser la bâche. Hein.
Et aujourd'hui, grâce à des GPS sur les tracteurs, on pose des bâches parfaitement linéaires, mais pensez aussi à ça. Lorsqu'on prépare une bande de terrain d'1,50 m de largeur et qu'on pose une bande d'1,25 m, parfois c'est un peu juste. J'ai vu dans les bouts qu'on était à côté de ce qu'on allait préparer, parce que l'alignement n'était pas parfait, il y avait un dos, enfin voilà. Donc le jalonnement, tout en haut là, d'accord? Donc, si on prépare soi-même son sol, par exemple, et qu'on ne passe pas par l'entrepreneur, on prend contact quand même avec l'entrepreneur pour se mettre d'accord Oui, sur le mais ça, jalonnement. les agriculteurs ont l'habitude, ils font ça bien généralement, mais voilà, une fois que la bâche va être posée, le paillage posé, ce sera plus difficile d'aller, on ne pourra pas en dévier, hein, on va planter des haies sur 2 rangs en quinconce, donc ils vont se retrouver après, là on pourra tricher de 15 ou 20 cm, mais on ne va pas tricher d'1 mètre. Hein. Ouais, tout à fait. Le jour J, est-ce qu'il y a des choses particulières, des conseils que vous avez envie de donner aux porteurs de projets? Le jour de la plantation, non. Ça, je vous dis, une fois l'accès, on s'en débrouillera. Et puis après, la répartition des plans, on peut en discuter avec, en fonction, même si c'est des séquences qui se renouvellent, lorsqu'on met des grands plans qui vont pousser plus haut, voilà, on peut tenir compte aussi de ce qui se passe autour. Hein. Ou si le client dit, moi je veux que les noyers ou les merisiers soient à ce bout-là et les chênes à l'autre bout, pourquoi pas, hein, on en parlera un petit peu aussi juste après là dans le. Donc ça c'est des questions, mais généralement on les règle un peu au dernier moment parce que sinon on en discute 20 fois. D'accord, ça marche. Après là-dessus on fait confiance aux entrepreneurs, mais quelques conseils qu'on peut rappeler, c'est que les plans en racines nues, ils passent pas plus de 10 minutes en gros à l'extérieur, y compris le jour du chantier. Ça veut dire, je vois que vous secouez un petit peu la tête, donc n'hésitez pas à intervenir, mais en gros, on fait attention aussi à la qualité des plants, alors au maintien de l'humidité, y compris le jour de la plantation. On évite le gel aussi ce jour-là. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça? Je vous laisse réagir d'ailleurs, juste par rapport à ça. Non, il n'y a pas de souci. On plante, sauf s'il fait au-delà de -5, on ne plantera pas parce qu'on ne pourra pas planter la bêche. Donc déjà, ça va nous limiter ça. Bon, nous, nos planteurs, ils font en manuel, ils les promènent dans des sacs, donc ils sont à l'abri de la lumière, voilà, pour que ça puisse se faire. C'est toujours un peu compliqué, c'est la répartition pour bien créer les séquences, puisqu'on est là dans des haies mélangées, hein, donc voilà. Hein, et puis, on est aussi sur de la haie champêtre, hein, donc c'est pas un plan comme ça, un plan comme ça, un plan comme ça, puis on répète d'une façon systématique. Hein. Puis voilà, il faut laisser un peu de liberté et un peu de mouvement. Hein, donc après, moi généralement, mes planteurs ont l'habitude, je les laisse faire une fois qu'on a déterminé les grands trucs. Voilà. Le but, c'est qu'au bout de la haie, il ne nous reste pas tous les charmes ou toutes les viornes, donc on les répartit sur tout l'ensemble. Ça, on en dira aussi un tout petit mot tout à l'heure. Alors, en fait, j'ai un peu empiété sur la partie plantation pure, parce que là, on était vraiment sur la partie préparation de chantier. On aura quelques éléments à redire tout à l'heure, mais on a déjà bien traité le sujet. Sur la partie protection, du coup, alors c'est plutôt des choses qui sont déterminées au moment de la conception du projet. On en parle ici parce que c'est l'étape ultime de la plantation, c'est de protéger l'arbre avant de quitter le chantier. Du coup, la protection, elle peut être individuelle par arbre, elle peut être éventuellement avec des répulsifs type tricot. Ça, c'est plutôt des choses qui ont été vues au moment de la conception du projet. Si on avait voulu partir sur du tricot, il aurait fallu l'intégrer dans le dossier de demande d'aide, notamment là, dans le cadre des projets aidés avec le plan de relance. Et on est sur des modalités qui sont un petit peu différentes, puisqu'on a une protection qui est limitée dans le temps et qu'il faut venir renouveler jusqu'à 2 voire 3 ans après la plantation. Donc c'est une solution qui est tout à fait intéressante, mais qui est moins sûre, entre guillemets, dans le sens où il faut être plus longtemps sérieux sur le suivi de la solution. On peut aussi avoir des systèmes de clôture qui peuvent être électriques ou qui peuvent être autres. Et on peut dire peut-être un mot aussi sur les dégâts de chevreuil, où on dira tout à l'heure, qui peuvent être importants. On en reparlera sur le suivi post-plantation. Moi, j'insiste simplement sur les personnes qui vont mettre des clôtures électriques et qui vont préparer et pailler tout de suite. C'est bien que la clôture soit installée dans ce cas-là assez rapidement, puisque bon, là, vous ne parlez pas du sanglier, mais on a quand même quelques problèmes de sanglier dans nos plaines. Donc, lorsqu'on va pailler, ça va permettre aux vers de venir sous le paillage, là, et puis on peut se retrouver tout en vrac assez rapidement, labouré dans tous les sens, y compris avec la bâche qu'il y a.
des fois, moi j'ai fait du paillage bâche plus paillage de bois raméal par exemple dessus ou de plaquettes pour que ce soit plus sympa et plus efficace. Hein. Ils ont tout arraché. Hein, ça les, voilà. Donc, si on veut, là, bon, on est dans une période hivernale, dans une période de chasse, donc on peut les remuer un peu, mais on sait que c'est aussi un souci. Bon, pour ce qui est des chevreuils, des trucs, bon, il n'y a pas trop de soucis. Dans le paillage, si vous mettez du paillage maintenant, vous verrez que les renards vont venir parce qu'ils chassent les mulots qui sont sous le paillage. Ouais. C'est plutôt intéressant. Et du coup, ceux qui ont la possibilité de clôturer en électrique à ce moment-là, qu'ils le fassent entre guillemets pour protéger leur paillage dès le démarrage. Ouais. En gros, c'est le message. Très bien. On avait quelques questions. Alors, je vois que dans la discussion, elle n'a pas du tout décollé aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus précises, à les mettre dans la discussion. On va regarder de temps en temps. On a commencé déjà. Et du coup, à adresser directement vos questions. On peut aussi le faire à l'oral. Il suffit de lever la main ou de mettre un petit mot dans la discussion si vous voulez poser une question en direct. Il n'y a pas de problème. Nous-mêmes, on avait identifié quelques questions. Hop. Elles sont ici. Quelle profondeur pour le travail du sol en préparation de plantation? Ben, le sous-solage, c'est effectivement des profondeurs de minimum de 50 cm, hein, voilà, puisqu'on a des plants qui vont être descendre. Donc, il faut vraiment casser la semelle de labour, hein, on est bien d'accord, c'est ça le point important. Hein. Je dirais que le sous-solage, c'est plus important que la finition. Hein. On ne sème pas du gazon dessus, il faut pouvoir poser la bâche, c'est tout. On est sur des plants forestiers. Et si on ne pose pas de bâche, une finition, un petit coup de cover crop dessus suffit. Hein. Il n'y a pas besoin de. Hein. Et l'hiver fera le reste. Surtout si la préparation est faite maintenant, hein, l'hiver fera le reste. Hein. Ça ne pose pas de souci, mais il faut surtout décompacter et surtout briser la semelle de labour. Donc là, il faut descendre voilà, un peu. Ça, c'est super important. Ça peut se faire avec un chisel, ça peut se faire avec une seule dent de sous-solage. Enfin voilà, ce qu'il faut, c'est éclater. On a beaucoup insisté là-dessus auprès des planteurs. Ce qui se passe en dessous là, va être beaucoup plus important que effectivement l'aspect de surface. Ouais. Il faut absolument le faire. Il y a le décompactage, il y a la semelle de labour éventuellement. On n'en a pas toujours. On peut parfois être persuadé qu'il n'y en a pas. Mais le décompactage en profondeur, ça va vraiment aider les plants à s'installer dans les premiers mois de vie des plants. Très bien. À quel moment, alors on a déjà traité un petit peu ces deux questions suivantes. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Quand est-ce que je dois prendre contact avec mon entrepreneur? À quelles étapes c'est important d'avoir de la communication? Et puis quelle modalité de mise en jauge on en a déjà parlé. Voilà, l'entrepreneur le plus tôt possible. Hein, pour que voilà, on puisse déjà nous l'inscrire à un planning. Si on fournit des plans, essayer de trouver les plans qui vont avec. Et puis à ce moment-là, on donnera les conseils au moins par téléphone sur chaque cas particulier. Voilà. Ok, Jérôme, vous avez des habitudes peut-être sur le dialogue avec les porteurs de projet. Il y a des choses que vous... Non, c'est ça. Je rebondis vraiment sur ce que dit Philippe. Il avait déjà insisté tout à l'heure. Le plus tôt possible, c'est important parce qu'effectivement, il y a la disponibilité des plants et puis il y a la disponibilité des planteurs aussi. Ouais. Il y a des calendriers de plantation dans l'année. Donc, on sait aussi que cette année, tous les dossiers vont être acceptés en même temps et que tout le monde risque de lever le doigt en même temps. Donc, ça va être compliqué pour les plants, mais aussi pour organiser notre planning. Donc, je rejoins complètement ce qui a été dit par Philippe. Hein, c'est vraiment plutôt possible. Après les étapes, moi de mon côté, j'aime bien savoir que ça avance. Donc, j'aime bien savoir que le travail du sol a été terminé. J'aime bien savoir quand les plans arrivent. J'aime bien justement pour moi m'organiser et puis éventuellement dans certains cas aller faire un tour pour jeter un œil. D'accord, donc les mots d'ordre, c'est vraiment anticipation, communication sur le projet et auprès des intervenants. Ça marche. Ah bah, j'en avais une petite dernière. Quel type de protection est mieux adapté à mon projet? Bon, on a déjà dit un petit mot, c'est plutôt au stade de la conception que ça se fait. On le verra aussi au moment du chantier de plantation. Tous les arbres ne sont pas forcément protégés de la même manière et c'est parmi les choses qui peuvent être traitées au moment du tri des plants et du panachage de la plantation. Alors, on revient un petit peu en arrière, finaliser sa commande en amont du projet. Déjà, c'est confirmer le choix de l'entrepreneur et du pépiniériste. C'est-à-dire que vous avez fait appel à des professionnels là, pour vous faire des devis. Si vous acceptiez trop tôt le choix du prestataire, on risquait de vous le reprocher au niveau du dossier administratif. Donc, il ne fallait surtout pas signer le devis ou engager de commande
avant la période de septembre, vous avez reçu vos accusés de réception de dossier complet. Par contre, ça veut dire que depuis que vous avez reçu cette proposition de la part de votre professionnel, eux n'ont pas eu de retour de votre part, donc il est temps de leur dire si vous souhaitez passer par eux et si vous confirmez votre projet pour cette année. On l'a dit tout à l'heure, il est possible de repousser votre projet d'1 an et de le faire en tout sur 2 années de plantation, donc 3 ans en tout. Malgré tout, vous avez affaire à des gens en face qui doivent s'organiser et qui ont besoin de votre retour pour pouvoir aussi faire votre chantier au mieux et assurer tous les chantiers sur lesquels ils ont fait des propositions. Un petit mot par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est envisageable aussi, même si au moment de la conception du projet, nous on a fait faire 2 types de devis, un devis entrepreneur, un devis pépiniériste. Réfléchissez-y par rapport à tout ce qu'on vous dit aujourd'hui. Réfléchissez-y aussi avec votre entrepreneur éventuellement pour voir si éventuellement vous refaites faire des devis dans les enveloppes qui sont, elles, figées par votre demande, mais pour faire passer l'ensemble par l'entrepreneur dans les cas où vous pensez que c'est le mieux de faire comme ça. Mais du coup, comme le disait Philippe Hubert, ça prendra encore plus d'anticipation parce qu'on arrive vraiment dans la fin de la période de validation et les plans vont commencer à s'anonymiser. Se mettre d'accord sur le contenu des devis, il y a des petites évolutions qui sont possibles quand même entre Alors déjà, il y a la maturation des projets. Parfois, on a pu vous mettre 100 mètres de linéaire un petit peu en plus en se disant ça, il faut que je réfléchisse encore avec mon propriétaire, il faut que je vois si vraiment je fais ça cette année, etc. Donc, il va falloir affiner le chantier, et en particulier le chantier qui va se faire cette année. Il peut y avoir eu des petites évolutions possibles dès maintenant par rapport à des plans qui n'étaient pas possibles, pas disponibles par exemple. Donc, ça, c'est des petits détails sur lesquels on peut se mettre d'accord et on peut affiner par rapport à la commande qui a eu lieu il y a 6 mois, et il se peut tout à fait qu'il y ait des petits changements. On était dans le théorique, on va passer dans le pratique et dans le concret à partir de maintenant. Est-ce que le projet correspond toujours aux demandes du devis? Donc ça, c'est un détail de ce que je viens de dire. Du coup, en nombre de plans, en fourniture, en détail des essences, en linéaire, en type de panachage, on peut en dire un mot maintenant. Du coup, la conception de projet qu'on vous a fait dans les comptes rendus, elle ne tient pas compte d'un schéma de plantation très précis où on aurait une séquence à répéter de certains arbres dans le bon ordre, avec des arbres petits, moyens, hauts, à répéter comme ça. Nous, ce qu'on a fait dans le dossier de conception, c'est qu'on a sélectionné une liste d'essences à travers leurs particularités, leur adaptation au sol, l'adaptation à votre projet, à vous, sur l'exploitation, etc. Et du coup, c'est bien ça, c'est bien ce pool global d'essence qu'il faut respecter dans le cadre de votre projet. Par contre, le fait qu'on ait un panachage très important ou qu'on ait des séquences qui se répètent, c'est pas ça que je veux dire. Le fait qu'on ait absolument tel arbre à tel endroit n'a aucune importance dans le cadre du dossier que nous, on vous a conçu. Et du coup, c'est quelque chose qui est à discuter avec l'entrepreneur. Si vous êtes d'accord avec le fait de panacher au maximum et de ne pas trier les essences sur le terrain, du coup, c'est plutôt la solution qui sera choisie. Si vous avez des exigences particulières sur certains linéaires, sur certaines essences, parce que vous voulez absolument qu'il y ait un noyer qui soit tous les 20 mètres, par exemple, dans votre haie, c'est aussi votre choix, vous avez le droit de le demander à l'entrepreneur. L'entrepreneur, techniquement, il saura faire ça, mais il faut bien se mettre d'accord parce que ce n'est pas forcément exactement le même temps de travail, ce n'est pas forcément exactement les mêmes modalités sur le terrain. Donc, en soi, tout est possible, il n'y a pas d'importance pour nous, il n'y a pas d'exigence particulière à avoir là-dessus, mais par contre, si vous avez des exigences, ça sera important de les lister. Il y a un point qui sera important, par contre, alors ça, c'est ce que je disais précédemment, on va passer dessus. Alors, je pense que c'était encore plus loin, du coup. Voilà, c'est celle-ci. Il y a un point qui sera important, c'est que dans ce qu'on a conçu avec Maxime dans votre projet, il y a des arbres qui seront des arbres de OG et d'autres qui seront des arbres plus bas. On a 4 catégories en fait, de taille d'essence. Surtout, la distinction, c'est que certains arbres sont destinés à faire des grands et beaux arbres, et du coup, ils seront protégés avec des protections qui sont plus qualitatives, qui sont beaucoup plus chères que les petites protections chevreuil, petites protections lapin lièvre, pardon. Et du coup, c'est important d'adapter la bonne protection aux bons arbres. Donc, le tri à faire éventuellement dans la commande, ça sera celui-ci, et c'est ça qui va être pris en compte par votre entrepreneur. Est-ce que vous voulez rajouter un mot là-dessus,
Jérôme Hubert ou Philippe, pardon. Les autres conseillers aussi, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir. Non, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il faut se prendre à l'amont, bien à l'amont avec le client, avec l'agriculteur, pour voir ce qu'il veut. Et puis nous, on le conseillera utilement. Mais il n'y a pas de problème. Bon, on a l'habitude après de s'organiser. Mais je vous dis, ce qu'il faut, c'est qu'on ne change pas d'avis tous les 3-4 matins. Et qu'en sachant que de toute façon, faire pied à pied, c'est compliqué, voire impossible. Et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable. Parce que si vous mettez, il vaut parfois mieux mettre 2-3 essences identiques les unes à côté des autres pour qu'on ait la chance que voilà, il y a des compétitions entre les essences qui font que si on fait pied à pied, il y en a certaines qui vont complètement disparaître et puis les autres vont les étouffer. Donc si on fait des îlots, c'est mieux. Mais ça, bon, on expliquera tout ça. C'est un peu du détail technique, hein. On a l'habitude, Jérôme et moi, de faire ces chantiers-là. Quand on est prévenu à l'amont, on en discute 5 minutes avec le client, on essaie de voir quelles sont les problématiques liées à l'environnement de la plantation et puis aux problématiques parfois esthétiques, parce qu'on peut en tenir compte dans certains cas, même si on est sur des haies champêtres. On tiendra compte de tout ça, on les conseillera utilement. Très bien. Ouais. On avait pas mal rabâché aussi depuis le démarrage que le séquençage de tronçons comme ça à répéter, c'est vraiment à proscrire à minima d'un point de vue esthétique. Vous en mordrez les doigts par la suite. Donc, bien vous mettre d'accord aussi que l'entrepreneur, si ce n'est pas l'un des deux qui est ici, ne fasse pas trop de zèle et ne soit pas. Ouais, mais ça se passe bien. Ça se passe bien. On s'engueule qu'une fois, il n'y a pas de problème. Alors, il y avait un point, je reviens sur un point important, c'est que les protections chevreuil et les échalas qui vont les tenir, là, ça pèse un peu son poids. Donc, ça veut dire qu'il faut les distribuer aussi, comme tout à l'heure, comme les plants. Et là, c'est encore plus difficile à distribuer que les plants, parce que là, les portes à dos d'homme, c'est parfois vraiment pénible pour les salariés, pour les planteurs. Donc là, il faut pouvoir y passer avec minimum le quad et l'armoire qui va derrière, ou avec un autre pour aller distribuer lorsque c'est loin. Donc, faut y penser, voilà, laisser un petit peu de place ou prévoir un accès au debout. Lorsque ça fait 20 mètres, on ne se pose pas de questions. Mais lorsque ça fait 1 kilomètre, des fois, les 500 derniers mètres, ils sont longs quand vous portez ça sur l'épaule. J'imagine. Je redis aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, transmettre les détails des linéaires et des cartes correspondantes. Les entrepreneurs n'ont pas eu systématiquement l'ensemble, mais voilà, ça sera fait dans tous les cas. Maxime, je te laisse continuer. Oui, ce sur quoi on voulait insister avec Florence, c'est que forcément, vu le moment où ont été fait le devis, c'est-à-dire en juin, il y aura sans doute des modifications à faire, notamment dans le choix des essences, dans le choix des matériels. Et du fait aussi des pénuries qu'il pourrait y avoir, hein, soit cet hiver, soit l'hiver prochain. Quoi qu'il en soit, l'entrepreneur ou pépiniériste sera sans doute en mesure de proposer des essences de remplacement ou une seconde solution. Là où il faut insister, c'est bien sur la validation de l'essence ou de la solution de remplacement. En effet, nous, quand on a fait les conceptions de projet, on a essayé de respecter vos objectifs, donc les essences qui sont dans les linéaires et la typologie de la haie, etc., elle est là pour répondre à un objectif. Donc, on ne peut pas remplacer n'importe quelle essence avec une essence qui pourrait être justement plus facile à trouver à ce moment-là. Enfin, voilà. L'idée, c'est que, bien sûr, on peut trouver des solutions, mais qu'il faut bien les valider. Là, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, nous, on peut aussi regarder et valider avec vous le devis qui peut être fait et quelle essence peut être trouvée en remplacement. Mais l'idée est d'avoir toujours la même typologie d'essence. Et surtout, voilà, prévoir les modalités de définition de tout ça. Si vous ne dites rien, il est fort probable que le pépiniériste va vous faire la commande avec le nombre de plants qui était souhaité, qui était commandé, mais vous n'aurez pas forcément les plants eux-mêmes, la diversité de plants que vous aviez commandés au démarrage. À minima, si certains plants ne sont pas disponibles chez le pépiniériste, c'est important que vous assuriez que c'est un plan de votre liste qui est choisi pour remplacer. Nous, c'est vraiment ce qu'on préconiserait, parce que vous risquez vraiment de vous retrouver avec des choses qui peuvent être un petit peu exotiques et qui ne seront pas adaptées à votre linéaire. Or, vous-même, vous vous engagez sur un taux de reprise de votre haie, sur un taux de survie, entre guillemets, de vos arbres. Donc, s'il y a des arbres qui ne sont pas du tout adaptés ou qui sont, voire, contre-productifs par rapport aux objectifs qu'on a déterminés avec vous, ça peut être problématique. Et puis, si des arbres ne sont pas disponibles cette année, ils le seront peut-être à l'avenir. Donc, pensez aussi, si vous êtes amené à faire du regarni plus tard, à peut-être
maximiser sur cette essence qui n'était pas disponible en année N-2, N-3, pour aller la rechercher plus tard, type érable champêtre. C'est une essence qui est très bien adaptée au lait de notre secteur, qu'on a pu mettre nous dans pas mal de linéaires, même si on savait qu'elle ne serait pas forcément disponible. Donc ça, c'est une essence qui ne coûtera pas très cher, qui pourrait être intéressante à cibler en regardant pour vos futurs linéaires, par exemple. Est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ça, Philippe, Jérôme? Non, voilà, après, on passera par votre expertise s'il y a des arbitrages à faire, hein, ça me paraît normal. Hein. Bon, bien sûr, il faudra tenir compte, parce que vous avez travaillé là-dessus, les essences soient bien adaptées au sol. On a des sols qui sont calcaires purs, d'autres qui sont séchants, d'autres qui sont mouillants. Voilà, donc vous avez tenu compte de tout ça, donc il faut qu'en final, ce soit respecté, en sachant que sur certaines essences, on fera peut-être des substitutions ou qu'on fera des décalages d'une année sur l'autre, ou que l'une peut être amenée à disparaître cette année, mais qu'on aura l'année prochaine pour le bout de la haie qu'on fera après. Enfin, bon, tout est à mettre sur la table au moment donné où on aura des choix à faire. Hein. Pour l'instant, j'ai pas d'idée, puisque j'ai encore pas d'idée des commandes qu'on va avoir. Nous, on a précommandé, puisqu'on a déjà des commandes qui sont arrivées sur des clients qui sont passés en dehors du système ou qui avaient prévu des choses. Mais bon, on sait qu'il y aura des manques, on ne sait encore pas tout, hein, parce que là, une fois que tout le monde va commander, là, les pépiniéristes vont plus savoir où donner de la tête. Hein. Bon, pour certains, ils sont tranquilles. Pour les plans forestiers, de toute façon, tout est retenu jusqu'à la fin de l'année. Donc, ils n'ont plus cette discussion. Maintenant, ils peuvent dire, il n'y a plus, hein, sauf sur certaines essences, mais les autres, elles sont toutes retenues. Hein. Mais sur les plans de haies, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de retenues. Hein. Donc là, il va y avoir des arbitrages à faire. Mais bon. Une idée que vous avez évoquée, ça pourrait être éventuellement de laisser des trous carrément dans la haie qu'on a plantée cette année. Ouais, c'est toujours un peu compliqué parce que déjà, bon, d'un point de vue coût pour nous, il faut y revenir, ça c'est clair. Et puis après, ça veut dire que ça va pousser différemment aussi. Alors donc, il faut se poser la question. Hein. Okay. On l'a fait sur des essences, hein, on peut le faire. Mais voilà, et je ne peux pas répondre comme ça sans connaître le projet, sans connaître le dossier, l'accès, enfin, il y a des tas de choses qui viennent. Mais on évoquera toutes les solutions possibles. Hein. Très bien. On arrive sur la fin du webinaire, là, en termes de timing. On a commencé un tout petit peu en retard, on va se laisser encore 5 minutes pour clôturer. On va rappeler, on va clôturer sur certains aspects, puis on reviendra aussi sur la vie après la plantation. Pour finir sur la partie commande, se mettre d'accord globalement sur l'ensemble des détails d'organisation, qui prépare le sol, à quel moment, qui fournit les plans et les fournitures du projet. Donc, du coup, ça veut dire aussi adapter les modalités de commande, mais aussi qui est-ce qui prend la responsabilité de la réception, de la mise en jauge éventuelle, de la préparation de tout ça. Ça peut être des éléments de choix aussi dans la manière de s'organiser. Et puis, est-ce que l'entrepreneur fournit des plans? Ça va dans le même sens. Le jour J, on l'a déjà largement abordé tout à l'heure. En attention, suivre son chantier, malgré tout. Là, on a 2 entrepreneurs qui sont chevronnés ici, mais on peut aussi avoir d'autres interlocuteurs qui participent. On peut faire attention aussi à la qualité des personnes qui sont réellement sur le terrain. Quand on ne connaît pas encore bien l'entrepreneur, être présent, s'assurer, voilà, tous les petits détails que l'on vous a donnés, les entrepreneurs, on n'a pas besoin de leur dire, c'est certain, mais pour l'agriculteur, c'est juste s'assurer que tout ça c'est bien réglé et que ça se passe comme c'était prévu. Un petit point d'attention, ne pas laisser un chantier non paillé et non protégé. En gros, quand on plante un arbre, il doit être paillé et protégé dans la foulée. On peut avoir des cas où la pression chevreuil, notamment la pression gibier, elle peut être présente dès la première nuit. Alors, parfois aussi, un petit mot, ça peut être qu'en année 2 ou 3, ça se peut qu'on n'ait pas forcément beaucoup de pression la première année et qu'on se dise qu'on est protégé et qu'on ne fasse pas trop attention à nos protections, à les remettre, etc., parce qu'il y a un peu de pression. Ça peut revenir par la suite. Donc, entre la première nuit et 3 ans après, ça peut très bien arriver. Donc, être vigilant sur ces aspects-là en particulier. Ok, on passe sur la dernière partie du webinaire. Après, on aura quelques photos pour les plus assidus et ceux qui veulent continuer sur la fin. Mais du coup, sur la partie entretien post-plantation, en gros, entretien et vie des linéaires, ce qu'on avait envie de traiter en particulier aujourd'hui, c'était la première ligne, l'entretien post-plantation vraiment immédiat. Après, on évoquera la partie gestion et vie du linéaire, mais on est plutôt sur d'autres types de sujets.
Ce qui est important à faire dans les premiers jours vraiment de plantation et à poursuivre après en l'échelonnant un petit peu plus, c'est de passer vérifier les protections, le paillage, et du coup de remettre les protections s'il le faut, de remettre du paillage s'il le faut, et ce pendant 2 à 3 ans suivant la plantation. Ça dépend de pas mal de paramètres. Si une plantation a très bien démarré, qu'elle est déjà sauvée presque dès la fin de première année ou en deuxième année, la troisième année, on peut la laisser de côté. Par contre, si on a des haies qui ont déjà souffert pas mal les premiers temps, on peut aller en année 3 ou en année 4 se poser encore la question du paillage éventuellement. Il vaut mieux remettre du paillage que de s'amuser à aller arroser. Un message qu'on voulait passer aussi, c'était que l'arrosage il est éventuel pour sauver la haie en année de plantation ou l'année suivante. En gros, c'est pas un arrosage. On a eu des questions par rapport à l'irrigation des linéaires. On n'est pas là-dessus. Les plants, c'est pas une culture qu'on va arroser en eau pour la faire pousser le plus possible. On va être sur quand même quelque chose qui reste rustique. L'arrosage, il va être plutôt en sauvetage si on a des conditions particulières, sèches, chaudes, plutôt en première partie d'année. Voilà. Si vous avez des éléments par rapport à ça à compléter ou à confirmer ou infirmer, n'hésitez pas. Non, mais effectivement, l'arrosage, il se fait plutôt au pied dans la première année, je dirais, en mai-juin pour sauver les plants. Si jamais on a un mois d'avril, mai très très sec, ce qui peut arriver, hein, parfois, voilà. Bon, après, on essaie de ne pas arroser. Normalement, tout est paillé, donc ça devrait. Si on a une année comme cette année, on n'a pas de ces soucis. C'est souvent quand même sur les problématiques de protection où on a des soucis, parce que la protection, on voyait sur la photo que vous avez montrée tout à l'heure, elle est généralement en plein vent. Hein, donc la protection qui fait 1,20 m d'auteur, elle est bousculée par le sanglier, par le chevreuil et puis par le vent. Hein. Donc une protection tombée, ça veut dire un arbre non protégé, ça c'est clair. Et puis c'est un arbre qui est entraîné aussi avec la protection. Donc il est courbé, enfin voilà. Donc il pousse à travers. Enfin, donc la protection, c'est vraiment là l'attention qu'il faut y être. Donc voilà, il faut passer le lendemain de la plantation et le surlendemain, il faut y passer, ça c'est sûr, parce que là, nos amis les sangliers, on a remis le terrain, donc eux ils sont contents, ils se disent tiens, il y a des vers, on vient derrière, on remue, le chevreuil vient voir ce qui se passe. Hein. Mais ça, c'est vraiment là la problématique, c'est la protection. Et puis après, à l'année N+1 ou N+2, eh bien, la protection, le tuteur, il peut être bousculé, il peut être cassé, il peut être pourri. Donc là, la protection, c'est compliqué. Et c'est là, c'est la problématique vraiment à suivre. Bon, pour l'arrosage, pour ce qui est du reste, ça se passera, je pense, bien si le sol est bien préparé. Okay. Très bien, merci d'insister vraiment là-dessus. C'est vrai que les protections, elles sont amenées à bouger. Il faudra de toute façon y revenir. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on y va très fréquemment au démarrage du projet. Il faut garder une fréquence, allez, on va dire, hebdomadaire sur les 3 premiers mois, sur la première fin d'hiver ou premier printemps. Et puis après, on continue à passer quand même régulièrement, une fois par mois ou tous les 2 mois pour vérifier et puis remettre. Vraiment, c'est pas juste jeter un coup d'œil de loin, c'est descendre du tracteur, aller remettre les protections, vérifier s'il y a besoin de paillage, commencer à préparer un chantier, etc. Je vais passer très très rapidement sur l'entretien long terme, sur l'éventuelle valorisation économique, parce qu'on n'est plus tout à fait dans le sujet. On aurait pu aborder ces éléments si on avait eu plus de temps. N'hésitez pas à revenir vers nous, et puis on prévoit une petite formation au printemps sur ces aspects-là, donc on pourra de toute façon y revenir. On peut dire un mot sur la durée d'engagement. Maxime, je te laisse redire ça, j'ai un trou. Et puis sur le taux de minimum de reprise. Ouais, sur les durées d'engagement et les obligations, je peux déjà revenir sur une question qui a été posée dans le chat, qui était de la question du panneau et de la communication autour du dispositif France Relance. Donc vous aurez bien sûr à prouver que les travaux ont été faits et bien réalisés avec une photographie du panneau et du linéaire mis en place. Je ne sais pas si la DDT peut confirmer ou compléter un peu ma réponse. Oui, oui. Alors, donc, non, pour les appels à projets, là, enfin, pour le premier et le deuxième appel à projet, les projets ne sont pas soumis aux obligations de publicité. Donc là, il n'y aura pas besoin de mettre de panneaux, rien du tout. Hein. Donc, si je comprends bien, on parle des appels à projets du premier semestre 2021. Donc, le premier qui était clôturé en avril, il me semble, et le second en juin. C'est bien ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, d'accord. Pour cela, il n'y a pas de publicité. Hein.
Ok, très bien. Bon, bah, c'est noté. Donc, les recommandations pour le plan de communication seront à faire dès les prochains appels à projets. Euh, ok, quoi qu'il en soit, il y a d'autres obligations, notamment sur le maintien de la haie et sur le taux de reprise. Donc là, j'ai sous les yeux l'appel à projet, mais le second, du coup, la seconde version qui euh, annonce un taux de reprise qui va être au moins de 85% au bout de 3 ans, d'où la nécessité de refaire du regarnis si on a des pertes les 3 premières années. Euh, donc, est-ce que c'est bien en vigueur donc c'est en vigueur sur l'appel à projet qui est l'actuel, en fait, celui qui est en vigueur actuellement. Est-ce que c'est bien la même chose sur les 2 premiers? Est-ce que vous avez ça en tête à la DDT? Nouveau, ça, c'est ça, Oui, en fait. oui. Non, non, il y a, enfin, non, là, ça me dit rien, là. Bon, ce sera confirmé en tout cas pour le niveau de taux de reprise. Néanmoins, il y aura des obligations et donc une convention d'engagement qui a été signée par les différents porteurs de projets, notamment sur les 2 premiers appels à projets, pour un maintien de la haie et un taux de reprise. Alors, le seuil à voir en fonction, je pense que c'est noté noir sur blanc dans la convention, je ne l'ai plus en tête. Mais il y a quand même un engagement sur le maintien d'une haie au moins les 3 premières années. C'est pas le même appel à projet. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que du coup, on s'engage à avoir une haie à cet endroit-là, ad vitam aeternam, entre guillemets, puisqu'on doit faire une déclaration à la PAC du linéaire. Le linéaire pour lequel vous êtes financé avec des fonds publics, il entre dans la déclaration PAC et du coup, vous vous engagez à avoir une haie à cet endroit-là. Donc voilà, avant de planter, vous avez encore une marge de manœuvre. Une fois que c'est planté, vous avez choisi d'avoir une haie à cet endroit-là et ça vous apportera plein de bénéfices, mais vous devez bien la maintenir à long terme. Je vais vraiment partir sur la conclusion de ce webinaire pour ne pas vous garder non plus trop longtemps. On pourrait parler de taille, on pourrait parler éventuellement de recépage sur les premiers temps pour faire étoffer certains types de haies si on le souhaite en fonction des objectifs que l'on a sur la haie, sur le linéaire. Tout ça, ça va partir plutôt sur des conseils de gestion. Et justement, hop là, on a un guide qui existe là dans le secteur qui a été fait par l'Indre il y a quelques temps, qui est toujours tout à fait valable, qui est disponible sur le site adefibois.fr, www.adefiboisberry.fr. Donc, vous pourrez trouver les fiches de ce guide de gestion des haies sans problème. Il y a un guide qui existe aussi au niveau national, c'est le guide de gestion durable des haies qui aborde ces sujets-là. Ils sont bien faits, ils apportent pas mal d'éléments. Et puis, encore une fois, on pourra en reparler là en plus en tant que conseiller à l'avenir si vous le souhaitez. Et puis, du coup, on voulait vous laisser juste avec quelques photos de choses qui peuvent être faites ou qui peuvent ne pas être faites. Voilà, un peu à commenter. Si certaines personnes veulent commencer à nous quitter et qu'elles ont d'autres choses après, n'hésitez pas. On vous remercie pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, c'est vraiment le moment. Et puis, sinon, on se dirige tranquillement sur la fin de webinaire et on vous laisse aux commentaires. Donc, sur ces 2 exemples qui étaient mis ici, on avait un exemple d'un paillage à gauche qui, en quantité, était relativement satisfaisant, en épaisseur au moins. Après, en largeur, on pourrait même avoir un petit peu plus. Là, on voit que le couvert n'avait pas été détruit en dessous et du coup, le couvert peut vite repartir à travers ce paillage bois. C'est un paillage de bonne qualité, il a l'air d'en avoir une épaisseur satisfaisante, mais ça peut vite regagner si la végétation est vigoureuse et qu'elle repart ici. Bon, on avait un plan qui sortait un petit peu de la protection. Ici, c'était plus pour le côté esthétique de la photo, mais voilà, on peut avoir des choses qui se passent comme ça. Ici, sur la partie droite, on a un paillage pour le coup qui est assez limite. On a une bande qui a été préparée qui est très large, très confortable. Par contre, on voit que le paillage, et encore, je regrette en ayant pris la photo parce qu'on était plutôt sur la meilleure partie du linéaire. On a des endroits où c'était vraiment réduit à peau de chagrin, et là, un paillage qui est aussi faible, en fait, il est quasiment inefficace. Donc, il n'a pas beaucoup d'intérêt.
Comment? Oui, voilà, c'est comme si on Il n'a avait pas beaucoup d'intérêt là. Là, c'était dépenser du temps pour le mettre bien au pied qui a servi à rien. Alors, ça, c'est clair. C'est ça, voilà. Donc c'est dommage. On voit derrière qu'il y a une protection qui est déjà tombée. Là, c'était une semaine après la plantation, je crois, hein. C'était vraiment quelques jours après. Il y en a déjà qui étaient tombés. Le chantier n'avait pas été suivi par un professionnel ici. On avait certaines gaines qui étaient 20 cm ou 30 cm au-dessus du sol. On avait plein de cas d'école en fait, sur ce projet qui aurait été intéressant à montrer. Je n'ai pas toutes les photos de tout ce qui était à ne pas faire là-dessus, mais quand même, c'est un vrai savoir-faire et il faut faire attention à plein de petits détails. Un autre aspect aussi, j'y pense parce que j'avais vu sur le terrain, mais là, les collerettes, en fait, elles étaient parfois un peu écrasées et elles ne laissaient pas forcément beaucoup de place au plan pour se développer. On peut parfois les tourner simplement d'un quart de tour pour laisser un petit peu plus de volume à la gaine. On peut penser aussi au sens du vent dominant quand on est sur un endroit très venteux pour éviter que ça fasse drapeau en plein vent et que du coup, ça se couche d'autant plus facilement. Voilà, des petits conseils comme ça en passant qui peuvent être appliqués. J'ai encore 2 séries de photos. Ici, à nouveau, on est sur un paillage. Là, on voit que l'épaisseur n'est pas forcément très importante. Et quand on met du bois, c'est cher. C'est plutôt un paillage qui est bien valorisé, enfin, intéressant. Après, il ne faut quand même pas lésiner sur les quantités que l'on met. Et, il faut vraiment mettre une grosse quantité. Alors là, on est à chaque fois, on est plutôt ici sur des plantations agroforestières. C'est pour ça qu'on a peu d'arbres, des linéaires avec des arbres relativement espacés. Pour l'agroforesterie intraparcellaire, sur des arbres relativement proches déjà, mais on n'a rien à voir avec un linéaire de haies. Et puis sur la droite, là, on a une solution de paillage qui peut exister aussi, notamment, j'y pense, pour du regarni, plutôt que de travailler des quantités de paillage végétal importantes. Là, c'est des panneaux rigides ici, qui semblent montrer leur intérêt même avec le temps. Il n'avait pas été lesté ni agrafé ici. Ça serait intéressant, enfin sur cette photo en tout cas, ça serait intéressant d'avoir des pierres pour le maintenir au sol, par exemple. Hop là. Et malgré tout, voilà, c'est un paillage qui avait montré son intérêt. On a beaucoup de végétation autour, on va le voir sur la photo, je crois, juste après. Donc il faut vraiment un paillage de qualité, quitte à remettre encore du paillage végétal par-dessus si on en a besoin. Le paillage, c'est vraiment la sécurité numéro 1 de la plantation, donc c'est important d'en mettre une grosse quantité. Et puis là, on a une série d'exemples de choses à ne pas faire. Ne pas retirer les protections, on ne l'a pas mis aujourd'hui, c'est plutôt dans la gestion plus long terme, mais là, on a un arbre qui commence à être âgé, je pense qu'il doit avoir entre 15 et 20 ans. La protection, je l'avais arrachée à la main avant de prendre la photo, j'aurais pas dû même, mais du coup, on voit bien que c'est résistant, ça dure dans le temps, et au bout d'un moment, il faut penser à les retirer, et ça fait du plastique sinon qui se retrouve dans la nature. On a un chantier ici, alors les collerettes étaient très larges, et on n'a quasiment pas eu de paillage et en fait on a un linéaire ici qui n'a pas été suivi clairement et on n'a quasiment plus un arbre qui est vivant dans ce linéaire de haie. Ça peut arriver, donc dans le cadre de vos engagements en tant que porteur de projet, si vous devez refaire à vos frais l'ensemble d'un linéaire, c'est autant que ce que vous aurez eu comme aide sur le projet qu'il faudra remettre pour faire vivre le linéaire. Donc, vraiment attention. Un projet de haie, ça ne s'arrête pas le jour de la plantation, il y a vraiment du suivi, de la rigueur à avoir derrière pour faire vivre les plants. Là, c'était une dernière chose, c'est plutôt un contexte de plantation agroforestier, mais on a une pression ici adventice qui est très importante, une végétation qui est très vigoureuse, et du coup, si on n'a pas un paillage, alors si on n'a pas un entretien, du coup, ça donne ça. Quand même sur le linéaire, sur l'alignement. Et puis si on n'a pas un paillage super efficace dans un cadre comme ça, qui est même très large, pour permettre à l'arbre qui a 3 ans ici sur la photo de vivre, du coup, ça peut, y compris, venir impacter des arbres qui ont déjà commencé à bien se développer. Et ça peut entraîner la mortalité là-dessus. Alors, on me redemandait les références du guide de gestion. Je vais remettre la diapo parce que je n'ai pas forcément le nom du guide par cœur et que je regardais. Alors, les dossiers 4.4 déposés en avril ou juin sont soumis à publicité selon Florian Vincent, donc collègue du 41, page 8 de la notice de demande d'aide. Donc, ça va peut-être échapper là, à la relecture rapide. Donc, on renvoie à la page 8 de la notice de demande d'aide. Éventuellement par rapport à ce point-là. Je remets donc la diapo dont nous parlions à l'instant, les guides dont nous parlions à l'instant.
Il y a un guide de gestion durable des haies. Si ma mémoire est bonne, c'est la PCA qui a coordonné ce guide. On voit la forme du logo des chambres d'agriculture. Et c'est un guide complet, du coup, en tapant simplement ce titre sur Internet, on doit pouvoir le retrouver via le réseau de la PCA. Et puis ici, c'est le site adéfiboisberry.fr qui propose ces fiches. En fait, c'est un guide sous forme de différentes fiches en fonction de la typologie de haies que l'on souhaite obtenir. Et on avait cette typologie de haies là dans le Bois-Chaux Sud. Ce sera valable aussi pour le sud du Cher sans problème. Et on a quelques éléments sur la gestion, sur les coûts d'entretien, sur les matériels utilisés, etc., qui peuvent être intéressants. Excuse-moi. Allez-y, on vous entend. C'est pour revenir sur la publicité. Oui, en effet, c'est bien marqué page 8 dans la demande de subvention ou dans la notice, je ne sais plus. Mais par contre, ce qui fait référence, c'est vraiment la convention. Et comme c'était des projets qui étaient financés sans FEADER, donc ça reste du top-up, ils ne sont pas soumis aux obligations. Donc, c'est l'article 115 du règlement de l'Union européenne. Et ça, alors, il y a déjà 3 porteurs de projets qui ont reçu leur convention sur ceux du premier appel à projet. Et ça, c'est bien marqué dans la convention, page, il n'y a pas la page, mais vers la fin, quoi, avant l'article 7. Et les autres porteurs de projets, là, ils verront dans leur convention, ça sera marqué pareil. D'accord, très bien. Merci pour cette précision. Ça sera intéressant pour ceux qui ont planté déjà dans le passé. Ce ne sera pas tout à fait le cas pour ceux qui planteront à l'avenir avec le dernier appel à projet. Non, ça sera différent là, par contre. C'est important. Très bien. Merci pour ces précisions. Et puis, du coup, pour nous, pour aujourd'hui, en tout cas pour le sujet qui nous réunissait aujourd'hui, on n'a plus rien de prévu à vous dire. Si vous avez vous-même des questions, n'hésitez pas, c'est les tout derniers moments. Et puis, sinon, il me reste à vous remercier tous les participants, à remercier les 2 entrepreneurs en particulier qui ont joué le jeu de venir et de répondre à vos questions en direct. Et puis de répondre également, et de remercier également les personnes de la DDT qui nous ont répondu en live sur les textes de l'appel à projet. Merci beaucoup pour votre participation à tous. Et puis le webinaire sera en ligne dans quelques jours sur Internet. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bonne chance.